Bonjour à tous. À la fin de cette vidéo, vous aurez découvert le monde microscopique qui nous entoure et vous serez capable d'expliquer de quoi il est composé. Commencez par observer cet objet, photographié au microscope optique et grossi à peine 50 fois. Une idée de ce que cela représente ? Eh oui, il s'agit d'une tête d'épingle. Les apparences peuvent être trompeuses dans l'infiniment petit. Si on grossit cette tête d'épingle 1250 fois, on peut voir apparaître des éléments qui se trouvent au bout de cette épingle. En grossissant encore, et en utilisant un microscope beaucoup plus puissant, on distingue des bactéries, en quantité très importante. Je vous laisse imaginer la quantité de bactéries présentes sur les capuchons de stylos que vous mâchouillez en permanence et qui traînent dans vos trousses. Si aujourd'hui nous pouvons faire ces observations microscopiques, c'est grâce à lui, Jensen. Il fut le premier, en 1595, à placer 2 lentilles dans un tube pour fabriquer le premier microscope. Quelques années plus tard, en 1674, Anthony van Leeuwenhoek, d'origine néerlandaise, améliore le système élaboré par Jensen et produit le premier microscope à main, qui est nettement plus performant et dont l'usage lui permettra d'observer les premières cellules humaines. De nos jours, les choses ont bien changé. Nous disposons de microscopes optiques, comme ceux du collège, ou des microscopes électroniques à balayage ou encore à transmission, reliés à des puissants ordinateurs, et permettent d'observer des objets mesurant à peine quelques micromètres. Vous l'avez compris, les bactéries sont présentes partout autour de nous, comme le montre le document suivant que je vous laisse consulter. Mais elles sont aussi présentes sur notre corps, comme en témoigne cette petite expérience. Elle consiste à déposer ses doigts sur un milieu gélosé coulé dans une boîte de pétri. Quelques jours après avoir été placé à bonne température, on peut observer le développement de colonies bactériennes sur le gel. Cette microphotographie, prise au microscope électronique à balayage et colorée par ordinateur, nous montre d'ailleurs ces bactéries colorées en vert sur notre épiderme coloré en rouge. Ce sont d'ailleurs ces bactéries qui sont responsables de nos odeurs corporelles, lorsqu'elles se nourrissent de notre sueur ou cellules mortes de notre épiderme. Ces bactéries sont également présentes dans notre corps et constituent notre microbiote, dont nous reparlerons plus tard dans ce chapitre. Oui, bien sûr. Les acariens que l'on trouve un peu partout dans nos domiciles, notamment dans les lits, oreillers et draps. Les virus qui sont responsables d'infections comme la grippe, le rhume, le sida et bien d'autres. Certains vers, microscopiques, des protozoaires, responsables de paludisme, qui est la maladie la plus répandue dans le monde. Tous ces micro-organismes responsables de maladies ou d'infections sont qualifiés de micro-organismes pathogènes. Du grec pathos qui veut dire maladie ou infection et gène à l'origine. Parlons un peu des levures. Les levures représentent le groupe le plus important des champignons. C'est à la suite de ses travaux sur la levure que Pasteur a contribué à la fondation de la microbiologie. Il s'agit de micro-organismes unicellulaires de formes variables selon les espèces, généralement ovoïdes. Ils sont utilisés par l'homme pour la production de boissons alcoolisées, de pâtes levées telles que le pain. Cet usage remonte à l'Antiquité. Elle est formée de cellules isolées de forme ovoïde. Dans des conditions favorables, présence d'eau et d'autres éléments nutritifs comme le glucose, elle se multiplie par la formation de petits bourgeons qui se détachent des cellules mères puis qui grossissent jusqu'à atteindre sa taille normale. On parle alors de bourgeonnement. Elle utilise l'énergie produite par la fermentation alcoolique. Les glucides, comme le glucose, sont à l'origine d'alcool éthylique et de dioxyde de carbone avec libération d'énergie. Cette énergie est utilisée par la levure. La fermentation se fait en absence d'oxygène et peut se faire en sa présence sans qu'il soit utilisé. Lors de la fabrication du pain, le dioxyde de carbone dégagé par la fermentation fait lever la pâte, ce qui est à l'origine d'un pain spongieux. La fabrication d'un pain commence par la cuisson d'une pâte constituée de farine et d'eau, à laquelle on ajoute de la levure de boulangerie pour la faire lever. Cette levure décompose les sucres en alcool et gaz carbonique par le processus de la fermentation. Penicillium roqueforti est une espèce utilisée dans la production de certains fromages,
comme le roquefort et le fromage bleu danois. Penicillium camemberti est une espèce utilisée dans la production d'autres fromages, comme le camembert. Pour résumer, voici ce que vous devez retenir.